Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, l'ouverture de la session américaine. Vincent Gann pour vous retrouver, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading et on va faire un point complet sur les conséquences sur les marchés boursiers de la Fed avec beaucoup de scénarios proposés surtout par l'analyse technique qui se sont bien déroulés. Voilà, ça avait le risque bien sûr que la Fed malmène tout ce qu'on avait pu vous proposer en début de semaine. Bon, bien là, elle s'est exprimée dans notre sens et au final, dans le sens de l'analyse technique, qui, une fois de plus, confirme son rôle dans la prévision boursière. Alors, je vais revenir sur toutes ces stratégies, voilà, sans trop non plus m'attarder. Poser des questions d'ores et déjà dans le chat. On va parler des matières premières, de l'once d'or avec ce superbe rebond sur la ligne de tendance haussière annuelle, les paires en dollars et bien sûr notre scénario haussier depuis lundi sur les indices boursiers qui se déploient. Alors, la seule phrase que je vais lire c'est la suivante. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Voilà, gérer votre effet de levier. Alors, je poste les premiers commentaires. Merci Francis pour ce commentaire sur la prestation de ce matin. Et c'est parti, on commence par les matières premières. Alors, je ne sais pas si hier vous avez suivi nos émissions. Dans les différents points de marché, nous avions mis en évidence un élément chartiste. Une ligne de tendance haussière sur le CFD XAUSD. Moi je parle d'une ligne de tendance haussière annuelle, non pas parce que je la trace sur les bougies japonaises hebdomadaires, mais parce que son point de départ c'est le 4 janvier. Prenez votre calendrier, c'est la première séance de l'année. Et puis depuis donc, elle a formé donc un second creux le 30 mai et le marché était dessus depuis la fin de semaine dernière. Et là vous avez donc quelque chose d'hyper classique, un beau chandelier de rebond, très similaire à celui du 3 juin, c'est haussier, le dollar est sous pression, il n'y a aucun souci sur le plan d'analyse technique, aucune contre-indication de momentum, on peut viser 1345-1350 dollars. Les pétroles étaient lundi sur support. Alors là, pour le coup, on n'avait pas non plus une conviction affirmée. Malgré tout, les deux contrats de pétrole étaient sur support. Bon, forcément, on pouvait aussi douter par rapport à la semaine dernière. Eh bien, les supports techniques se sont formés en deux séances et ont agi favorablement. Là aussi, je pense que l'on peut viser les lignes de tendance obliques qui attrapent tous les sommets depuis le printemps dernier. UK Oil et US Oil compris, avec une préférence pour UK Oil avec le marteau daily du 20 septembre. Le N-Gaz, rappelez-vous, ça on a vu ça ensemble il y a 2 jours, la cassure technique haussière du 20 septembre. En fait c'est pas moi qui l'ai vu, c'est un participant du Commodities Market Report il y a 2 jours qui voilà, nous a alerté sur cette possible cassure haussière. Ce marché en fait vient de valider une structure rare d'épaule tête épaule inversée de continuation ou de rounding de continuation, enfin bref tout ce que vous voulez. En tout cas c'est une cassure technique et je pense que ce marché peut monter jusqu'à 3,20, 3,30. Vous pouvez aller chercher vous-même ici les principales résistances horizontales. L'argent métal, c'est comme l'or, c'est superbe. On revient en direction de la partie haute de cette figure latérale en triangle. On monte sur une ligne de tendance, mais au final, non, rien ne valait le CFD XAUUSD. Et là, pour le coup, forcément, ça a été servi par un dollar sous pression. Alors, on va parler aussi des autres marchés. On parle aussi des paires en yens. Forcément, les paires en yens. Alors, moi, j'avais invité sur les paires en yens à ne rien faire avant la Fed et ses conséquences. Mais malgré tout, je vais quand même revenir dessus parce que j'ai pu m'exprimer sur certaines où ça s'est pas forcément bien passé. Donc on va pas non plus se cacher. Voilà, pour les matières premières, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous êtes sur le gold, vous êtes non seulement dans la tendance à court terme, mais dans la tendance de l'année. Et ça n'a pas fini de donner. Et le cuivre, cette ligne de tendance mise en avant il y a 2 semaines, voilà, elle a marché. On rejoint la partie haute du range. On peut viser 2,20, 2,25. Donc là, franchement, gardez le cap, surtout sur le métal jaune, dans le sens de la tendance haussière. Je passe aux indices boursiers. Et ensuite, on fera les paires en yens. Alors, les indices boursiers, rappelez-vous ce que je vous ai montré lundi. Sur les 3 marchés actions européens, Eurostoxx 50, GER 30 et FRA 40, divergence haussière en données 4 heures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait constater en fait potentiellement dès le vendredi 16. Puis elles se sont validées lundi. Le marché est alors sorti par le haut de structures d'élargissement. C'était propre. Et les cibles proposées, elles n'étaient pas ambitieuses. En tout cas, pas par mois. C'était 4417, 10475. Et, alors ça c'est pas celui-là, il est là, et 3000 points. Bon,
tout a été dépassé, la divergence est pleinement active, le prix monte avec le momentum, ici représenté par le RSI. Eh bien, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qu'on peut viser sur le DAX? Je vais répondre à Francis qui pose une question précise. DAX, donc PRU 10 479, donc là vous êtes sacrément bien. Peut-on viser 10 800? Écoutez, étant donné que ce sont des bases de l'analyse technique qui nous ont permis d'adopter ce scénario, on va viser en objectif de cours des niveaux de prix indiqués par les bases de l'analyse technique. Donc, simplement le plus haut de cette étoile filante H4 du 8 septembre à 10 780. Donc quel jour on est? Nous sommes jeudi 22 septembre. Moi je ne serais pas surpris que le DAX remonte à 10 780 d'ici demain. En tout cas, c'est aussi. Je ne dis pas qu'il faut acheter maintenant, attention, hors timing complet, je ne connais pas vos positions de trading. Simplement, là, la BOJ s'est exprimée, la Fed s'est exprimée, c'était l'incertitude. Le marché a pris une direction et c'est pas terminé. Donc, pour les indices boursiers, on peut être plus ambitieux. N'oubliez pas le guide pour votre trading sur le DAX, ça reste l'Eurostoxx 50. Là aussi, on peut viser davantage. Et je dirais qu'au fond, si vous êtes à l'achat sur le DAX, par exemple, comme notre participant Francis, attendez au moins que l'Eurostoxx 50 arrive sur résistance. Attention, on ne va pas monter en ligne droite. Je pense que l'Eurostoxx 50 va monter jusqu'à 3065, puis faire une pause. Regardez cette superbe ligne de tendance haussière H4, là, sur l'Eurostoxx 50. À un moment ou un autre, on va revenir dessus. Donc on va peut-être retracer ou faire un range, mais à terme, je vise une remontée du Stoxx à 3100 points. Donc ça, ce sont des cibles que je vous propose à horizon 4-5 séances. Maintenant, il y a des objectifs de cours, il y a des tendances, il y a l'ouverture d'une position, la gestion d'une position ouverte, et il y a enfin ce qu'on appelle le rythme de marché. C'est la façon dont un prix rejoint un objectif de cours. Il peut le faire verticalement, il peut d'abord faire un range ou retracer. C'est là où réside la nature aléatoire de la prévision boursière, même avec l'analyse technique. La seule façon de gérer ça, c'est de soigner son entrée de position et ensuite la gestion de ses paramètres lorsqu'on a la position ouverte. Donc, ne pensez pas non plus qu'on va monter en ligne droite comme le chandelier H4 qu'on vient de faire, on ne va pas les empiler. Dites-vous bien qu'au contact des 3065, on peut faire un petit retracement, un petit range, mais clairement, c'est le chemin de la hausse qui a été choisi. Et clairement, l'analyse technique par cette divergence haussière H4 l'a souligné. Donc c'est très propre. C'est très propre. Sur le CAC 40, en données 4 heures, vous pouvez viser, on me pose la question. Alors déjà, quelque chose qui est très bien, qui est haussier sur le plan technique, le trou de cotation baissier du 12 septembre a été comblé sur tous les marchés. Ce qui signifie que, vu le peu de temps qu'il a fallu pour le combler, c'est ce qu'on appelle un gap commun. De toute façon, le CAC 40 est depuis plusieurs semaines dans un range entre 4003 et 4550 points. On avait fait un gap baissier en plein milieu, on rebondit dans le bas du range. Le trou de cotation du 12 est donc un gap commun, c'est-à-dire sans aucune conclusion directionnelle de moyen terme. Donc, l'objectif sur le FRA 40, c'est 4550. On ne va pas nécessairement redépasser la résistance. On peut parfaitement rester longtemps en range. Mais en tout cas, ce que nous suggère maintenant la T, c'est qu'on va à nouveau revenir sur la partie haute des ranges. Que vous connaissez par cœur, je pense, si vous avez l'habitude donc de suivre nos émissions. Alors voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur ces indices boursiers européens. Il en va de même pour la bourse de Londres, avec cette analyse technique proposée avant-hier sur le CFD UK 100, propre, résolution haussière d'une structure d'élargissement. On peut viser à court terme un retour, lui on y est presque déjà sur les 6956. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Ne soyez pas étonnés de voir le prix des obligations d'État, le prix des indices boursiers et le prix de l'or progresser ensemble. Les prix des marchés financiers dépendent des taux d'intérêt, en grande partie. Là, ce qu'on comprend avec la Fed et la BOJ, est que les taux d'intérêt vont rester durablement bas. Les conséquences sont baissières pour le dollar. On cherche du rendement.
Donc on revient sur des marchés dont le prix a récemment baissé ou en tendance, même sans pour autant que ces actifs délivrent du dividende ou de l'intérêt, peu importe. Ce qui explique en grande partie cette année la performance du gold, par exemple. Le Bund se reprend, le prix du Bund se reprend. Vous avez compris pour quelle raison. Là aussi, c'est lié au taux d'intérêt et aux nouvelles anticipations avec la mise à jour hier des projections macro de la Fed. Alors, si d'ailleurs vous cherchez la mise à jour des projections de la Fed, je vous la donne tout de suite. Alors, un instant, voilà, ça y est, je suis dessus. Non, c'est pas ça que je cherchais. Je vous donne le tableau. Voilà. Non, c'est pas non plus de cette façon-là que j'ai envie. Si, allez, je vous les présente comme ça. Alors, le document que je vous montre là, il n'est pas du tout confidentiel, hein. Je vous donne le lien. La meilleure source d'information lorsqu'on cherche à s'informer sur une banque centrale, c'est le site de la banque centrale. Là, vous êtes sur le fichier PDF des nouvelles projections macroéconomiques de la Réserve fédérale. Donc voilà, les projections macroéconomiques qu'elle a mises à jour hier. Donc là, vous aviez les projections de juin et maintenant vous avez les projections actuelles. La Fed a abaissé ses projections en matière d'inflation selon l'indice des prix PCE. Ici, l'indice des prix qui est calculé par le département du commerce et qui a l'avantage, à la différence de l'IPC, d'intégrer davantage les dépenses de consommation des ménages que le prix de l'énergie. Donc elle a abaissé ses prévisions en matière d'inflation. Regardez maintenant, la Fed vous propose, elle fait le job au fond pour nous, elle-même ses anticipations pour ses propres taux. En 2017, regardez ce qu'elle envisageait en juin, 1,6 pour son refinancement principal, maintenant 1,1. Ne soyez donc pas étonnés que le dollar soit sous pression, que les métaux précieux soient recherchés, mais que les matières premières soient recherchées dans leur globalité. Quant aux indices boursiers, mécaniquement, ils bénéficient de ces nouvelles anticipations liées au taux d'intérêt de la Fed. Elle-même abaisse ses projections en matière de taux, alors que c'est la banque centrale la plus agressive du monde. C'est la seule qui relève ses taux. Bon, bah alors, voilà, même elle, elle a compris qu'il fallait pas non plus exagérer. Ça ne veut pas dire qu'elle fera rien en décembre. Mais en tout cas, là, il y a un boulevard maintenant, à horizon quelques semaines, pour continuer de tenir ces scénarios. Voilà. Donc, pour les indices boursiers, je pense vous avoir répondu. On passe au marché d'échange. Un instant, que ça charge. Alors, donc l'USD Yen, voilà, hier dans le Good Morning Eurodollars, j'ai expliqué que l'USD Yen, même si ça commençait à être intéressant, je ne m'y intéressais pas tant que je n'avais pas la bougie japonaise USD Yen intégrant la Fed. Et bien voilà, c'était la bonne approche, puisqu'au final, l'USD Yen a subi le dollar US. Alors pour autant, je suis pas certain. L'USD Yen, je le vois pas durablement basculer sous 100. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter la l'USD Yen. C'est pas dans l'air du temps à court terme. Le dollar est sous pression. À un moment ou à un autre, ça va se calmer, hein, parce que le dollar reste en range de manière générale à moyen long terme. Le yen, lui, a aussi toutes les bonnes raisons d'être sous pression. Tôt ou tard, l'USD yen va, je pense, parvenir à se stabiliser. Et là, vous ne pouvez pas, après ce chandelier d'hier, vouloir payer tout de suite. C'est pas possible. Donc, j'attends encore sur l'USD yen. La UD-USD, si vous avez écouté le Good Morning Euro-Dollar de lundi, j'avais pas dit grand-chose, sauf une stratégie sur la UD-USD. Parce que techniquement parlant, on avait une ligne de tendance haussière, un support horizontal, une divergence haussière cachée de RSI, un dollar australien qui monte malgré les récentes interventions de la RBA, un dollar australien qui avait été acheté en juillet lorsque la banque centrale locale avait baissé ses taux. Alors, là au moins on avait compris que ça avait fait le point bas. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Banque populaire de Chine qui est intervenue sur le marché monétaire chinois pour faire remonter les taux d'intérêt à court terme. Lorsqu'il y a un impact sur la devise chinoise, l'impact a été positif, il y a un effet d'entraînement sur les dollars qui sont liés, et donc notamment le dollar australien. Donc il y avait des bonnes raisons fondamentales d'y croire. Attention cependant, la UD-USD revient à nouveau au contact de cette trendline. Si vous avez payé la UD-USD lundi, vous êtes proche d'objectifs de cours. Va-t-on un jour parvenir à dépasser la trendline de moyen terme baissière? C'est tout à fait possible, vu comment la Fed a abaissé ses projections en matière de taux d'intérêt. Alors l'euro-dollar, par contre, je vais être honnête, j'avais un scénario clairement positif au-dessus de 1,1130, 1,1120, par contre j'avais pas du tout insisté dessus.
C'était sur support, je préférais largement la USD. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose, l'euro n'est plus baissier, l'euro n'est pas baissier cette année, la Banque Centrale Européenne ne fait pas baisser l'euro, et d'autre part, la Banque Centrale Européenne, cet été, a fait monter l'euro lorsqu'elle n'a donné aucune nouvelle indication temporelle. C'est-à-dire que généralement, la Banque Centrale, à travers donc, les mots de Mario Draghi, n'hésite pas à dire qu'on peut prolonger les différents programmes monétaires non conventionnels. C'est quelque chose que là, elle n'a même pas fait. Le dollar est sous pression, donc l'euro-dollar remonte. Qu'est-ce qu'on peut viser sur l'euro-dollar? On va faire du chartisme de base. Les fondamentaux sont derrière nous, on peut revenir aux techniques. Et pour le coup, cela nous donne comme objectif de cours à horizon demain un 1,1284. Voilà, 1,1284 sur l'euro-dollar. Bon, voilà, on va pas non plus trop, mais voilà, c'est bon, vous avez compris la façon de toute façon dont s'orientent les choses. Euro GBP, c'était un objectif atteint depuis 2 jours, je n'y suis plus. GBP Yen, c'est comme les paires en Yen. Les paires en Yen reviennent sur support. Laissez un peu le marché. Alors, les paires en Yen ne sont plus corrélées au risque, mais à tout moment peuvent se recorréler. Le Yen a toutes les bonnes raisons de rester sous pression. Mais attention, là, le marché, il est toujours dans le sillage de la Réserve fédérale. Il est 9h30 sur la côte est des États-Unis. Ça y est, les salles de marché, les banques, les fonds, tout le monde arrive. Là, attendez-vous à une augmentation de la volatilité dans le sens des fondamentaux d'hier soir. Donc là, le marché n'est pas focus sur le yen. Il faut attendre un peu. Le guide des paires en yen reste l'USD yen. Autour des 100 yens, le marché va prendre quelques séances pour faire un creux. Et à ce moment-là, on pourrait envisager quelque chose sur les paires en yen. Mais là, les tendances du moment solides avec du potentiel à horizon 24, 48, voire 72 heures, c'est tous les actifs qui bénéficient de la baisse du dollar américain, l'once d'or, l'US Oil, l'UK Oil, même le gaz naturel, la plupart des paires en dollars, et surtout les indices boursiers, où vous pouvez reviser sur tous les indices boursiers européens, les récents sommets, ce qui vous donne donc les fameux 4550 points sur le CFD FRA 40 et les 10 780 sur le CFD GER 30. Et pour le coup, après coup, c'est vrai que un analyste technique pur, c'est-à-dire un analyste technique qui ne regarde pas les fondamentaux, entre parenthèses, il a tort, mais peu importe, imaginons un analyste technique pur qui ne regarde que les graphiques, cette semaine, il est heureux. C'est-à-dire que dès lundi, tous les outils techniques militaient pour un rebond des marchés actions. Bon, finalement, on connaît aussi la raison, c'est la Banque centrale qui a fait le marché. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour mettre en avant, voilà, petite mise en avant de cet outil. Bref, allez, on ne passe pas non plus trop de temps. USD4 était sous résistance, recule sous résistance, le pétrole remonte, le dollar est sous pression. Dans USD4, vous avez l'USD en devise principale, le dollar canadien qui profite de la remontée du prix du pétrole, lui-même lié à la baisse du dollar américain, tout est lié. USD4, je pense que le marché peut se replier davantage. Et donc, cela vous donne des cibles techniques que vous pouvez aussi calculer vous-même, hein, des lignes chartistes ou des retracements. Mais autant vous dire que là, c'est pas terminé, le repli du dollar US à court terme. USD-CHF, c'est le miroir de l'euro-dollar, rejet sous résistance, tout comme l'euro-dollar rebondit sur support. Objectif immédiat de l'euro-dollar, allez, d'ici demain, 1,1285. C'est la première résistance horizontale. GBP-USD, superbe rebond sur une ligne chartiste. Je ne m'intéresse pas à la livre sterling, mais ce que vous comprenez bien lorsque vous regardez là tous les mouvements de marché, il y a un point commun, c'est le dollar US. Actuellement, aujourd'hui et probablement encore demain, les taux d'intérêt aux États-Unis font la tendance du dollar américain. La tendance du dollar américain est en train de faire tous les marchés. Actuellement, tous les actifs réagissent vis-à-vis du cycle des taux aux États-Unis et du dollar US. Au moins c'est limpide, il y a du directionnel et il y a des objectifs techniques. Donc voilà, enfin on est dans cette période où le gros du fondamental est passé et on peut techniquement être plus serein. Alors, je me tourne vers les questions, je vais revenir sur les indices boursiers parce que je vois que c'est surtout sur les indices boursiers que vous avez des questions. Alors, question sur le DAX, GER 30.
Donc nous sommes à 10 700, donc voilà, bah, ça suit son cours, hein, tant mieux, tant mieux, tant mieux, impeccable. Écoutez, ce que je vous dis, hein, c'est haussier, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Le S&P 500. Alors le S&P 500, ça c'est le tout premier graphique que j'avais partagé sur les réseaux sociaux lundi. Ça reste quand même l'indice de référence de la finance mondiale. Pullback parfait sur le précédent sommet historique. Divergence haussière journalière sur le S&P 500. Autant vous dire que dans les pays anglo-saxons ou en Asie, les institutionnels regardent l'analyse technique beaucoup plus qu'en Europe. Cette divergence haussière, ils ne l'ont pas loupée. C'était juste parfait. Voilà. Le niveau horizontal, la div propre. Pour constater l'existence d'une divergence, n'oubliez pas qu'il vous faut basculer en cours de clôture. Elle était parfaite. Double bottom, deux creux ascendants, ça repart. Objectif du S&P 500, 2190. Non, là c'est quand même assez... on a un schéma de marché là qui est assez lisible. Voilà. Donc on peut fixer ces deux cibles sur le S&P 500. La toute première se situant à 2190. Alors je vois Alain 2612, Homer, beaucoup de participants, vous êtes tous plus ou moins à l'achat sur les indices boursiers à des prix beaucoup plus bas que le niveau actuel des cours et vous êtes tous a priori contents. Mais le point commun de toutes vos questions, parce que je vois les questions, c'est où je mets mon stop et qu'est-ce que je vise. Alors, je vais faire une réponse globale. Vous avez des bons prix d'entrée pour la plupart. La gestion du risque vous appartient, c'est complètement discrétionnaire, c'est à vous de voir. Si vous utilisez les bougies intraday, vous voulez rester dans la tendance éventuellement ajustée sous le plus bas de la dernière bougie horaire. Si vous avez des objectifs de cours éloignés, conservez le stop initial ou break-even. Visez par contre les cibles que je vous ai conseillées. Mais par rapport à toutes ces questions que je vois, où je mets mon stop et qu'est-ce que je vise, moi ce que je tiens à vous rappeler, c'est que lorsque vous avez ouvert cette position, vous deviez déjà avoir la réponse. Lorsque Alain 2612, vous avez par exemple acheté le S&P 500, vous deviez déjà avoir en tête une cible. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler ça. N'oubliez pas, même si c'est super vos scénarios, d'avoir quand même, lorsque vous ouvrez la position, plus que la conviction directionnelle, vraiment le paramétrage des ordres. C'est tout ce qui fait la différence de toute façon à long terme sur le compte de trading, enfin en tout cas en grande partie. Alors question sur l'euro AUD, donc je repasse sur la disposition graphique du marché d'échange. Alors l'euro AUD. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur l'euro AUD? Parce que déjà j'ai pas vraiment de graphique à jour, donc je vais prendre un peu de recul. Alors ce que je peux vous dire sur l'euro AUD après coup, parce que je ne l'ai pas du tout suivi, mais je vais vous montrer quelque chose qui marche très souvent. Et moi j'utilise les bougies japonaises de temps en temps, en tout cas certaines bougies japonaises à fort impact. Il y en a une qui marche très bien, l'étoile filante Doji par exemple. Elle est très puissante. C'est ce que vous a proposé la semaine dernière l'euro AUD, sous une oblique chartiste. Donc nous sommes sous son impact. Le dollar australien est recherché depuis l'intervention sur le marché monétaire de la Banque populaire de Chine. L'objectif de l'étoile Doji Weekly se situe à 1,4580. Je vais juste faire une petite chose qui est d'y ajouter une ligne chartiste. Bon, on a fait quand même une bonne partie du chemin. J'achèterai clairement pas. Par contre, on peut pas vendre maintenant là. Donc, mais je ne serais pas surpris que même si on commence un peu à ranger, qu'au final le marché aille quand même chercher les 1,46. Après, j'ai pas une grosse conviction. Et donc le cas particulier du SDN, attendez-vous quand même que tôt ou tard on finisse par former un creux hein, entre 99,50 et 100. Ça viendra, mais attendez, soyez patients. Et alors, je voulais... Donc l'euro-dollar, on en a parlé, c'est clair et net. Et voilà, je pense qu'on a tout balayé. Alors, il y a comment calcule-t-on l'objectif de cours d'un chandelier japonais? Alors,
déjà, ce que je vous invite à lire, c'est le très bon livre sur les bougies japonaises de Steve Nisson. Voilà, c'est un des deux ouvrages de référence, mais qui a l'avantage d'être hyper complet. Sinon, vous avez une bonne section bougies japonaises dans l'analyse technique expliquée par Martin Pring. Mais de manière générale, vous prenez les expansions de Fibonacci et vous attrapez l'amplitude totale de la bougie japonaise ou de la configuration en chandelier japonais, donc parfois 2, 3, voire davantage, et vous projetez un coefficient de cette amplitude, soit vers le haut ou le bas, en fonction des conséquences de la configuration. Donc là, pour le coup, la Shooting Star, les conséquences sont baissières. Donc vous prenez l'amplitude totale, donc le point haut du chandelier, le point bas, et vous projetez vers le bas un coefficient multiplicateur de cette amplitude. Ce que fait pour vous les expansions de Fibonacci. Donc c'est cet outil-là. Expansion de Fibonacci. Voilà, merci d'avoir participé, j'ai répondu à toutes vos questions. Bon après-midi. Nous sommes le jeudi 22 septembre, donc la prochaine émission c'est à 17h30 avec donc la closing bell. Merci à tous.